On est ravis de vous accueillir au sein du CRA pour vous parler un peu de ce sujet de l'autisme et du vieillissement. C'est tout nouveau et c'est tout nouveau pour nous d'en parler et ça devient un réel enjeu. L'idée de ce colloque sur l'autisme et le vieillissement est le fait d'être accompagné par deux personnes qui travaillent dans ce domaine. On va se présenter juste avant que je commence. C'est vraiment de commencer à parler de cette problématique-là parce qu'on a de plus en plus de questions sur la question justement et qu'il y a besoin de réponses un petit peu, à la fois pour les professionnels sur le terrain, à la fois pour les parents d'enfants qui sont des adultes vieillissants, et puis à la fois pour ces patients, pour qu'on ait des réponses à leur donner sur tout ça. Du coup, j'ai demandé, donc moi je suis Pauline Pelfren, je suis psychologue et neuropsychologue au Centre Ressources Autisme sur la partie unité de formation, d'information et de recherche, et un petit peu sur la partie d'évaluation. Et donc j'ai demandé à mes deux collègues de venir, donc je te laisse te présenter. Donc je suis psychologue et neuropsychologue également. Je travaille en maison d'accueil spécialisée TSA et j'ai eu aussi une expérience d'EHPAD sur 5 années. Voilà. Moi je suis le docteur Boyer, je suis docteur junior en psychiatrie de la personne âgée. Ici à l'hôpital du Rouvray. Et j'ai été en stage 6 mois au CRA dans le cadre d'un Master 2 de neurosciences au semestre précédent. Donc nous, on a souhaité parler un petit peu. Ah pardon, oui. Monsieur, vous entendez par contre les deux dames On ne parle pas assez fort, d'accord. Est-ce qu'on tente le micro? Bon, on tente le micro, vous m'entendez mieux? Ok. Donc, est-ce que vous voulez qu'on se représente ou ça va? C'est bon? Vous avez eu le monsieur, c'est bon? Okay. Alors, l'idée, c'est qu'on a constaté quand même qu'il y a à peu près 75 années qui se sont écoulées depuis les premiers diagnostics d'autisme, en tout cas depuis la première fois où on a commencé à parler de ce qu'était le trouble du spectre de l'autisme. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des publications cliniques, mais beaucoup sur l'autisme infantile. Et en fait, on a envisagé que ces enfants deviennent des adolescents, qu'ils deviennent des adultes, mais pas tellement en fait qu'ils deviennent des personnes vieillissantes. Et on a très peu pris en compte en fait cet aspect-là, et en fait on a une rareté dans les témoignages aussi de l'évolution de tout ça. Et donc l'idée c'est quand même de commencer un peu à dresser un portrait, un peu un bilan provisoire de ce qu'on sait, de ce qu'on a actuellement, à la fois dans ce qu'on a dans nos établissements, d'où l'intérêt de la présence d'Aurélie Lempereur actuellement. Et puis également de se dire, mais et au niveau recherche, on en est où? Et qu'est-ce qu'on sait en fait de cette évolution-là? Donc on va essayer de vous dresser un petit peu un bilan provisoire, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter en tout cas. Et juste un peu en préambule, pour vous donner un ordre d'idée, à ce jour, il y a 48 articles qui sont sortis sur l'autisme et le vieillissement, ce qui est très 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 peu. Donc toute publication confondue, c'est publication internationale. Ça correspond à 0,0006% des publications dans l'autisme. Donc c'est vraiment infime comparativement à toutes les autres publications qu'on peut avoir sur le sujet de l'autisme. Voilà. Donc il y a un réel enjeu et c'est pour ça qu'on commence vraiment à vouloir s'y intéresser. Puis bon, on vous avoue qu'on a aussi très vite fait le tour de la question parce qu'avec 48 articles, pour faire une revue de littérature, c'est pas très très grand. Alors, on va commencer cette conférence par définir le vieillissement. Le vieillissement, c'est le fait de devenir vieux, de s'affaiblir par l'effet de l'âge, selon le Robert. Selon l'OMS, on va parler d'une personne âgée quand une personne a plus de 65 ans. C'est un processus physiologique, cognitif et psychologique, c'est-à-dire que le corps vieillit, le cerveau vieillit, et au fur et à mesure des années, l'expérience acquise, la façon de penser va aussi évoluer. Dans les publications sur PubMed, on va pouvoir retrouver différents termes, dont le terme aging, qui littéralement veut dire prendre de l'âge, ou plutôt l'art de vieillir. Le vieillissement normal va toucher tous les organes. Il provoque un ralentissement général. Et ce qui va nous intéresser ici le plus, c'est quand même l'impact qu'il va avoir sur le cerveau. Le vieillissement va augmenter le temps de réaction. Il va provoquer une réduction modérée des performances mnésiques, plutôt attentionnelles, mais ne va pas provoquer de troubles neurocognitifs. Le vieillissement physiologique n'entraîne pas de troubles neurocognitifs. Le sommeil peut être perturbé par la diminution de sécrétion de mélatonine, notamment, et qui peut provoquer aussi une perturbation des rythmes circadiens et donc de la régulation de d'autres neuromodulateurs qui vont provoquer des troubles d'ordre plus psychiatrique, ce
qu'on fait nous ici, notamment les dépressions du sujet âgé ou l'anxiété ou alors d'autres troubles. Le vieillissement normal peut aussi entraîner des défauts de communication du fait des modifications sensorielles dans le vieillissement, perte d'audition, perte au niveau de la vision, voilà, et d'autres processus. Le vieillissement pathologique, lui, provoque une vulnérabilité importante aux maladies chroniques. La diminution des réserves fonctionnelles et donc une capacité de l'organisme à faire face à des situations d'agression du corps, comme des maladies type l'hypertension, le diabète, les maladies neurodégénératives, sera plus difficile de s'adapter. Dans le vieillissement pathologique, on retrouve aussi des troubles neurocognitifs. Perte d'attention, de mémoire, des difficultés d'organisation, de planification, des mises en danger. Ils ont aussi, les personnes âgées ont aussi une plus grande sensibilité aux effets indésirables des traitements. C'est-à-dire que pour métaboliser un traitement, il faut plus de temps et ils vont l'accumuler beaucoup plus, ce qui fait qu'ils vont plus facilement avoir des effets secondaires. Et ce qu'on craint aussi dans le vieillissement pathologique, c'est les polypathologies, c'est-à-dire l'apparition de plusieurs maladies en même temps qui peuvent entraîner ce qu'on appelle une cascade gériatrique. C'est-à-dire qu'une maladie va en entraîner une autre, puis une autre, et ça va aller en se dégradant et ça va être de plus en plus difficile à récupérer. Donc ça c'était un peu pour cibler ce qu'était le vieillissement normal, le vieillissement pathologique, pour introduire un tout petit peu ce dont on va vous parler après. Donc ce qu'on sait actuellement du vieillissement dans l'autisme, alors on s'excuse parce que nos diapos sont un peu denses, mais l'idée c'était quand même de vous montrer qu'en termes de littérature déjà c'est très récent et qu'il y a quand même très peu de choses et globalement on vous présente à peu près tout ce qu'on a trouvé. Donc il y a peu de données actuelles, et pourtant il y a 1 million de personnes qui souffrent de TSA, dont 20% qui ont plus de 65 ans. Il serait peut-être un petit peu temps qu'on se questionne sur ça. On sait, dans les dernières études, ils ont pu mettre en évidence, notamment en 2021, donc l'étude date de juillet 2021, donc elle est vraiment toute récente, qu'il y a un risque de décès qui est 2 à 3 fois plus élevé chez les patients TSA qu'en population générale. Notamment, il est encore plus élevé chez la femme, donc, qui est porteuse de TSA, avec une déficience intellectuelle et une comorbidité épileptique. En gros, ce qu'on sait, c'est quand il y a un trouble du neurodéveloppement, en plus du trouble du neurodéveloppement qui est le TSA, mais quand il y a d'autres troubles du neurodéveloppement qui sont associés à la déficience intellectuelle, on va avoir un risque plus élevé de décès plus précoce. Et puis, la démence précoce est plus présente chez les personnes TSA, donc ce qu'on appelle les démences précoces avec les signes précoces de vieillissement, donc les altérations neurocognitives liées au vieillissement. Cette démence précoce, elle est plus présente chez les personnes TSA que chez les personnes neurotypiques, et encore plus chez les TSA lorsqu'il y a une déficience intellectuelle. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le concept, par exemple, de théorie de l'esprit, qui est très rattaché au trouble du spectre de l'autisme, qui faisait vraiment partie intégrante du diagnostic, donc cette capacité à comprendre ce que l'autre peut penser ou peut dire, et bien celle-là, elle est plutôt stable. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, on ne la gagne pas, et si on l'a, on ne la perd pas. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des choses qui peuvent s'étioler avec le temps et avec le vieillissement. Du coup, ce qu'on peut vous dire globalement, c'est que le vieillissement dans l'autisme, il va être différent selon les formes d'autisme, avec ou sans DI. Et la plupart du temps, on va retrouver un vieillissement qui va plus se rapprocher d'un vieillissement pathologique lorsqu'il y a une présence de déficience intellectuelle. Dans l'autisme, donc, lorsqu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, la personne sans déficience, elle n'est pas plus impactée par le vieillissement qu'une autre personne neurotypique. En tout cas, c'est ce que tend à démontrer les articles et les recherches dernièrement. En fait, ce qu'on postule, c'est qu'ils mettent en place des stratégies au cours de leur vie, à partir du moment où ils ont le diagnostic, qui permet de compenser le déficit qui est lié aux particularités de fonctionnement. Et du coup, ils se stabilisent un peu dans l'état dans lequel ils sont lorsque le diagnostic est posé. On peut même observer certaines fois une amélioration des signes cliniques parce qu'il va y avoir des ajustements, il va y avoir une communication qui va être un peu améliorée, des particularités sensorielles qu'on va mieux savoir repérer, mieux savoir gérer, pour lesquelles on va pouvoir mettre en place des adaptations. Et puis tout ce qui est comportement restreint et stéréotypé peut être un petit peu encadré. Donc ça, c'est tout l'effet des prises en charge qu'on va pouvoir proposer à partir du moment où le diagnostic est posé. Mais c'est vraiment très valable lorsqu'il n'y a pas de déficience intellectuelle. Et nous, on a souhaité la rajouter, on trouvait que c'était assez en lien avec les diagnostics qui étaient effectués actuellement au CRA. On se rend bien compte quand on reçoit un public plus âgé,
qui a une quarantaine, une cinquantaine d'années, que effectivement les signes cliniques de l'autisme étaient beaucoup plus marqués pendant l'enfance qu'à l'âge adulte. À tel point que nous, en tant qu'experts un peu de diagnostic, on a besoin certaines fois d'appeler les parents ou d'avoir quelqu'un qui l'a connu plus jeune pour avoir des informations un peu plus pertinentes. Et du coup, ça va un peu dans ce sens-là de dire qu'effectivement, ça se stabilise, voire ça peut s'améliorer, parce qu'il y a un peu de compensation du déficit qui va se mettre en place naturellement à partir du moment où le diagnostic est posé, qu'on sait repérer les difficultés et du coup qu'on va pouvoir proposer quelque chose en termes de mise en place qui va être adapté au profil de la personne. En revanche, là, quand on attaque la question du vieillissement dans l'autisme avec une déficience intellectuelle, on va retrouver un vieillissement pathologique qui est en fait la conséquence de l'interaction du vieillissement normal plus l'évolution du handicap. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous avez à la fois un vieillissement normal, comme une personne neurotypique, et en même temps un handicap mental. Et c'est deux choses qui vont être... c'est cette interaction de deux choses qui va créer ce vieillissement pathologique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une majoration dans l'évolution du handicap. Et puis on sait aussi que qui dit handicap intellectuel dit réserve cognitive réduite, donc forcément un vieillissement cognitif qui est plus important, c'est-à-dire que ce qu'il y a de présent dans le fonctionnement cérébral va s'étioler, et vu qu'il y a un peu moins de choses que ce qu'il y aurait chez une personne neurotypique, dans ce cas ça va s'étioler un peu plus vite. Et puis on sait aussi qu'il y a un très très grand impact de traitement, on vous en parlera un petit peu plus dans les études de cas qu'on va vous présenter, mais actuellement les adultes qui sont présents dans des structures type femmes-masse, dans lesquelles il y a une déficience intellectuelle associée à de l'autisme, sont pour la plupart des personnes pour lesquelles on a beaucoup tâtonné pour la mise en place du diagnostic, c'est-à-dire que c'est un diagnostic qui a lieu il y a 20 ans, il y a 30 ans, à un moment où on avait quand même assez peu de connaissances dans l'autisme, et où pour gérer les troubles du comportement, qui sont la plupart du temps ce qui est le plus difficile à gérer dans un établissement, on a mis en place des traitements psychotropes. Sauf que ces vieux psychotiques, ces vieux antipsychotiques entre guillemets, ont des effets indésirables, et notamment un syndrome extra-pyramidal, un ralentissement, un repli sur soi, de l'agressivité, et ça c'est des choses qu'on retrouve plus maintenant. C'est-à-dire qu'avant on mettait en place ces traitements, maintenant on sait que c'est plus du tout la bonne chose à faire, et surtout vu qu'on a le bon diagnostic, s'il y a besoin de mettre un traitement, on met en place le bon traitement. Avant, on avait affaire à des diagnostics de psychose infantile, de schizophrénie infantile. On ne savait pas trop ce qu'on mettait derrière. On savait que c'était compliqué, qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas trop décrire quoi. Il y avait sans doute la relation qui était un peu impactée, mais on n'allait pas plus loin. Donc là, maintenant, on a quand même moins ce côté mise en place de diagnostics un peu comme ça, et donc traitement pas adapté, qui du coup majeure les difficultés. Et puis on a aussi, dans la déficience intellectuelle et dans l'autisme de manière générale, des comportements d'agressivité, d'auto-agressivité, d'hétéro-agressivité. Parfois on se cogne beaucoup la tête, et ça peut vraiment altérer aussi le cerveau. C'est-à-dire que c'est comme si on provoquait tout un tas de petits micro-traumatismes crâniens en permanence, et ça, pour le coup, ça a un effet sur le fonctionnement cérébral, donc il faut rajouter aussi cette idée dans la majoration du déclin cognitif. Qui dit vieillissement dans l'autisme pose la question de la vulnérabilité aux troubles neurocognitifs. Il y a plusieurs écoles, et c'est un sujet qui n'est pas plus clair dans la littérature. Certains auteurs vont prôner plutôt un effet protecteur face aux maladies neurodégénératives. C'est le cas de Obermann et Pascual-Leone. L'hypothèse des auteurs serait qu'une dégénérescence des neurones sur un cortex qui est déjà plus épais protégerait l'apparition d'un trouble neurocognitif. C'est-à-dire, ce que je vous mets dans l'illustration en dessous, c'est un article assez récent de Courchaine où en fait il montre que chez les enfants avec un TSA, on voit qu'il y a en fait une hypercroissance cérébrale très importante au détriment d'une différenciation. Après, on voit que le cerveau va avoir plutôt tendance à retrouver la taille d'une personne neurotypique, mais les études de neuroimagerie tendent à montrer quand même qu'il y a peut-être un cortex un peu plus épais. Et donc, si on dit qu'il y a une dégénérescence des neurones sur un cortex plus épais, peut-être que des fonctions cognitives seraient plus préservées. Des personnes, enfin des chercheurs ont fait des études. J'ai trouvé par exemple une étude sur la mémoire verbale et la visuelle
sont beaucoup plus conservés chez des sujets TSA plutôt légers versus des sujets neurotypiques. Powell et Klinger parlent, eux, d'un vieillissement du cerveau atypique. Du fait de l'hétérogénéité des types d'autisme, on ne retrouvera pas en fait, un pattern de vieillissement du cerveau dans l'autisme. En fait. Ils disent que les fonctions exécutives seraient plus touchées que dans la population neurotypique, mais les fonctions exécutives sont déjà altérées du fait du trouble neurodéveloppemental. Il y a un réel besoin en fait, d'études longitudinales, c'est-à-dire d'études qui vont suivre des personnes sur des années pour voir l'évolution réelle de l'impact du vieillissement. Et comme disait Pauline, en fait, les sujets TSA avec déficit intellectuel sont beaucoup plus vulnérables, mais aussi plus difficilement évaluables. Et de manière générale, en termes d'évaluation, même pour des sujets sans déficience intellectuelle, on a actuellement des outils qui sont standardisés pour des neurotypiques. Et en fait, c'est compliqué même d'avoir une cohorte spécifiquement de patients TSA pour lesquels on comparerait un vieillissement d'une personne TSA à un autre vieillissement d'une personne TSA. Actuellement, on compare le vieillissement d'une personne TSA à un vieillissement d'une personne neurotypique. Donc effectivement, on observe des choses, mais qu'est-ce qu'on observe? On ne sait pas vraiment quoi. Donc on a aussi un peu cette difficulté-là d'avoir des outils qui soient étalonnés spécifiquement pour un public. Voilà. Là, on n'est pas très spécifique sur les évaluations. On sait dire quelles fonctions vont être altérées, mais on ne sait pas réellement dire si c'est normal que ces fonctions soient altérées de cette façon ou si elles devraient être altérées différemment. Donc ça va être un peu l'enjeu, je pense, des prochaines années, notamment dans la recherche sur l'autisme. Donc pour redonner le contexte, moi je travaille en maison d'accueil spécialisée, c'est-à-dire que je prends en charge des personnes qui ont une déficience intellectuelle profonde. Donc on est vraiment dans le cadre du profil qui était décrit tout à l'heure, où on a des personnes voilà, qui ont à la fois un trouble du spectre de l'autisme sévère, mais également des grosses difficultés sur le plan cognitif. Actuellement, dans mon établissement, nous avons 6 personnes de plus de 50 ans. La plus âgée est de 57 ans. Donc le retour que je vais faire aujourd'hui correspond à ces personnes. Ce ne sont pas les fameuses... le critère des 65 ans n'est pas respecté. Notamment parce que la maison d'accueil spécialisée où je travaille a ouvert il y a 13 ans. Donc on peut aussi laisser penser que voilà, la population accueillie est peut-être plus âgée dans des établissements qui sont aussi ouverts depuis plus longtemps. Donc, comme le disait très justement Pauline, peu d'outils d'évaluation cognitive de manière générale chez les personnes TSA avec déficience intellectuelle. Nous avons juste un outil d'évaluation en fait, de la communication augmentative, c'est-à-dire les supports de communication qu'on peut associer, et puis des évaluations sensorielles et cognitives qui sont partiellement en fait, réalisées pour nos adultes. Donc on n'a pas cette possibilité d'utiliser des éléments très spécifiques de l'évaluation du vieillissement comme le traditionnel MMSE ou encore des bilans mémoire classiques comme on pourrait l'entendre voilà, pour des personnes neurotypiques. Donc ça, voilà, c'est une dimension qui est importante dans l'évaluation en fait, du vieillissement et de l'impact cognitif de ce vieillissement. Le vieillissement est aussi impacté pour le coup à la masse par l'accès aux soins et notamment la bonne discrimination de certaines pathologies chroniques qui peuvent altérer en fait l'espérance de vie ou la qualité de vie des personnes qu'on accueille. Réaliser parfois un IRM ou une ponction lombaire, ça nécessite une anesthésie générale, ça nécessite vraiment d'évaluer la balance risque-bénéfice chez des personnes qui ont parfois des troubles somatiques importants au-delà de leur TSA et de la déficience. Et on se demande voilà, toujours le pourquoi. Après, on a un diagnostic peut-être, mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je sais que pour le coup, pour répondre à tout ça, nous, en interne, on utilise beaucoup de lignes de base qui correspondent à ce que sont nos résidents. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne au quotidien.
Alors après, ces grilles, elles sont non standardisées, elles sont spécifiques aux personnes qu'on accueille au regard des marqueurs sur le plan comportemental voilà, qu'on maîtrise pour ces personnes, quand elles vont bien et quand elles vont pas bien. On sait qu'il y a des points de vigilance à avoir. Alors la difficulté d'évaluation de maladies neurodégénératives, de troubles cognitifs, elle est là, mais on a quand même, nous au quotidien, on le perçoit, hein, voilà, un certain nombre de signes d'appel en fait. On a notamment un changement de comportement hein, avec une perte de compétences cognitives qu'on savait acquises et c'est une perte qui évolue dans le temps. On a aussi des comportements qualifiés d'incohérents par les équipes où là pour le coup ça ne fait pas appel à ce qu'on connaît habituellement de cette personne et de ce qu'on connaît du TSA aussi également. Voilà, on a des comportements nouveaux. Et on n'a aucun signe somatique classique comme un bilan sanguin qui pourrait être altéré, voilà, un certain nombre de choses qu'on vérifie au premier plan pour lesquelles on n'a pas en fait d'éléments particuliers. On a aussi des analyses fonctionnelles qui sont peu explicatives. Hein. Dans l'autisme, on analyse les comportements en émettant des hypothèses et pour le coup les hypothèses psychoéducatives qu'on peut voilà, retrouver habituellement ne sont pas retenues. Et puis on a aussi une perte de compétences en fait, pour les nouveaux apprentissages et des fatigabilités qui sont plus importantes. Donc ça, en fait, finalement, nous, ce qu'on arrive à détecter, c'est un changement de comportement assez important. On ne pourra pas percevoir une détection des troubles cognitifs d'intensité légère, hein, comme on pourrait l'avoir avec un neurotypique, qui décrit des troubles attentionnels, des difficultés à se concentrer. Et ça, ce sont des troubles déjà qui, au premier plan, ne sont pas vus dans les bilans neuropsychologiques classiques, qui sont juste rapportés par la personne. Et bien là, pour le coup, nous, au quotidien, on n'a pas du tout cette dimension-là qui est accessible. Donc, je vais vous présenter 3 études de cas. Voici Maggie. Maggie a 50 ans, donc elle est porteuse d'un TSA d'intensité sévère associé à une déficience intellectuelle profonde. Son parcours, c'est voilà, comme beaucoup de personnes en fait, qui ont eu les diagnostics il y a 30, 40 ans, on a toujours un essai vers une école, un hôpital de jour avec une décompensation. Il faut savoir que cette personne a un diagnostic de psychose infantile, on en revenait à ça tout à l'heure, et du coup on a un parcours FAM puis une réorientation de masse de par le fait que cette personne ait eu des décompensations et des pertes de compétences associées. Depuis 2 ans, ce qu'on perçoit chez Maggie, c'est une diminution des compétences de régulation émotionnelle qui laisse penser finalement à ce qu'on appelle un peu les troubles frontaux, hein, des personnes qui vont finalement s'emporter assez vite avec une impulsivité plus importante. Alors ça, c'est des choses qu'on peut voir dans l'autisme, mais pour le coup, c'est quelque chose qui tranche par rapport à son comportement habituel. On a une baisse des compétences de communication réceptive, c'est-à-dire qu'on a une personne qui a perdu de la compréhension hein, dans le quotidien, pour lequel on est passé d'une phrase courte avec une action, voilà, un verbe, à un mot-clé, voire juste du pointage avec un objet symbolique. Donc on est vraiment redescendu à un niveau de communication plus fragilisé. On a également une désorientation temporo-spatiale, c'est-à-dire c'est une personne qui peut au repas se lever d'un coup, aller vers le salon parce qu'elle est persuadée que finalement là c'est le temps d'aller voir, c'est le temps de télé et qu'en fait elle est au milieu de son repas, qu'elle ne l'a pas terminé. Et ça c'est pareil, c'était un comportement qui n'était absolument pas présent avant. On a aussi des confabulations, des fausses reconnaissances. C'est une personne qui peut confondre un résident avec ses parents, parler de quelque chose qu'elle a fait hier et qui en fait s'est passé il y a 30 ans. Quand on a refait le point avec la maman. Et puis on a aussi une négligence droite, c'est-à-dire que c'est une personne qui a tendance à oublier sa main, notamment au moment des repas. Dans les antécédents, on a un AIT en 2016 et puis on a une personne qui souffre d'insuffisance cardiaque avec une dyspnée fréquente. Donc on s'est posé la question sur le coup d'une oxygénation correcte en fait sur le plan cérébral. Voilà, et ça pourrait expliquer hein, une hypothèse de maladie neurodégénérative précoce qui est
fortement impactée par cette dyspnée, avec visiblement des troubles plutôt sur une orientation frontotemporale. Ce qu'on fait au quotidien, donc comme je le disais tout à l'heure, nous avons adapté les méthodes de communication, nous avons revu le planning, nous avons également une gestion des troubles du comportement complètement différente. C'est-à-dire que pour le coup, l'expérience d'EHPAD a permis à cette dame d'avoir un accompagnement différent, c'est-à-dire qu'on croisait à la fois les méthodes de régulation comportementale qui sont utilisées chez les TSA, mais également les méthodes utilisées en gériatrie, où là on sait que quand on a une personne avec des troubles frontaux et une crise comportementale importante, on va avoir des réactions et une gestion un petit peu différente en fait. Voilà. On va rattraper les questions. Virginie, 56 ans. Donc elle a également des antécédents similaires à Maggie, mais elle a aussi une épilepsie. Donc on parlait tout à l'heure du fait que les femmes avec DI et troubles de l'épilepsie avaient des pertes cognitives importantes. Voilà, là on peut avoir une représentation de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc Virginie, elle est allée à l'IME, elle est allée en FAM, et puis il y a 3 ans, elle a été réorientée de par une perte en fait, de compétences et une fatigabilité plus importante. Ce qu'on détecte chez cet adulte depuis quelques temps, c'est que depuis un état d'épileptique sévère en 2019, on a des changements comportementaux, des persévérations motrices. C'est une dame qui déambule maintenant toute la journée. On a également des troubles de l'humeur, une forte fatigabilité, une apraxie, une perte en fait, de compétences au niveau de l'utilisation des objets symboliques au quotidien et une baisse de l'inhibition comportementale. La semaine dernière, elle a ouvert un placard, elle a essayé de manger tout ce qui était dedans. Cette personne n'aurait jamais fait ça il y a encore un an, clairement. Là, l'hypothèse au premier plan, c'est vraiment l'hypothèse de séquelles neurologiques par rapport à cet état de mal épileptique, puisqu'on a eu en fait un comportement assez tranché dans l'avant-après. Mais on est encore quand même dans l'exploration. Donc là, on fait ce qu'on appelle une grille de données, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, avec des comportements très spécifiques qu'on récolte avec des fréquences pour analyser de manière plus précise avec un neurologue les comportements de Virginie. Donc là, on a vraiment, finalement, au-delà du TSA, une perception de ce qu'est la réserve cognitive et l'impact que peut avoir l'épilepsie sur le vieillissement. Troisième et dernière vignette clinique avec Agathe qui a 53 ans, qui a du coup un profil similaire, qui a eu aussi un parcours IME, femme et depuis 3 ans masse. Alors, il y a 3 ans, nous avons eu une réorganisation et ces deux dames en fait, habitaient dans le même FAM et ont été réorientées toutes les deux dans notre maison d'accueil spécialisée. Donc là, pour le coup, Agathe, elle a un profil sensoriel très perturbé depuis toujours. Elle a des automutilations sévères, donc on en parlait tout à l'heure, notamment au niveau de la tête. Elle a une plaie chronique. Depuis 5 années, elle a un rythme au niveau du FAM qui ne lui correspond plus. Elle avait également des mises en danger importantes. Nous détectons aussi maintenant des troubles de la vigilance, des micro-crises d'épilepsie. En fait, elle fait des absences, des troubles de l'humeur importants. D'une seconde à l'autre, elle peut passer du rire aux larmes. Et puis nous avons également depuis, de façon majeure depuis une année, je dirais, des troubles de l'équilibre d'intensité fluctuante, mais très importantes. Voilà, des jambes qui se dérobent, des difficultés à tenir debout. Donc elle a été orientée donc, en masse. On se pose évidemment pour cette dame hypothèse de micro-traumatisme crânien au regard des automutilations très importantes. Donc là, on a remis au premier plan, pour le coup, les spécificités TSA, c'est-à-dire les A. On a redéveloppé et approfondi la démarche sensorielle de manière palliative et préventive, chambre sécurisée, casque sur la tête, programme sensoriel assez intense, de la pressothérapie plusieurs fois par semaine, des vêtements serrés. Alors là, il y avait des choses qu'elle avait déjà aux femmes, mais on a intensifié un certain nombre de choses dans son quotidien. Voilà, donc là, pour le coup, on n'est pas allé sur des méthodes qu'on peut associer à la gériatrie, on est vraiment resté sur la spécificité du TSA pour accompagner cette dame au quotidien.
Petit parallèle avec l'EHPAD, où j'ai exercé pendant 5 ans, donc un EHPAD généraliste, où la moyenne d'âge était à peu près de 86 ans, et en 5 ans, je n'ai pas vu une seule personne porteur de TSA ou de TND connu, avec une étiquette clairement affichée sur le dossier médical, quelques profils avec schizophrénie. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait de ces personnes qui sont auprès de nous? Elles avaient peut-être un TSA, mais qui n'est plus détectable aujourd'hui au regard des troubles cognitifs très importants, puisqu'on entre en EHPAD principalement aujourd'hui au regard des pertes d'autonomie et cognitives qui sont pour le coup majeures, parce qu'on est dans une dynamique de maintien à domicile très important. Donc finalement, les personnes qui arrivent en EHPAD sont très altérées. Et puis finalement, on n'a pas on sait assez peu ce qui s'est passé dans leur vie, notamment chez ces personnes qui avaient 86 ans. S'il y avait des troubles du neurodéveloppement, c'est un petit peu compliqué de revenir dessus. Ces personnes, quand elles peuvent encore l'évoquer, elles peuvent expliquer des difficultés scolaires, relationnelles plus jeunes, mais c'est difficile d'aller sur quelque chose de très précis. Toutefois, à l'EHPAD, j'ai quand même fait des liens avec ma pratique TSA, notamment dans la gestion des troubles du comportement et de la rigidité de certaines personnes accueillies. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et puis, comme le disait Pauline tout à l'heure, finalement, on a des personnes qui, à 86 ans, ont trouvé tout un tas de stratégies de coping, en fait, au quotidien. Donc, même si elles avaient un TSA au premier plan, il est assez peu perçu, même chez une personne avec des troubles cognitifs qui sont peu importants. Et puis, finalement, dans les années 70-80, les diagnostics adultes, c'est pas au premier plan. On était plutôt sur des jeunes enfants. Donc finalement, ces personnes, elles n'ont jamais eu la possibilité d'avoir ce diagnostic, tout simplement. Je te laisse la parole. L'idée, c'était de vous laisser quand même sur des perspectives un peu réjouissantes et pas simplement d'avoir cette idée que le vieillissement dans un contexte d'autisme, si on a de bonnes compétences intellectuelles, ça va, mais si on a une déficience intellectuelle, c'est plus compliqué. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on observe maintenant, c'est que probablement le public qu'on a actuellement dans ces établissements, on l'aura plus dans quelques années. On sait maintenant qu'avec toutes les interventions précoces, les prises en charge précoces, les diagnostics précoces, enfin tout ce qui touche au fait de faire ça très très tôt dans la vie du sujet, améliore forcément ses conditions de vie, parce qu'on peut vite déterminer quelles sont les difficultés, on peut vite mettre en place, s'il y a besoin d'un traitement médicamenteux qui soit adapté. Donc on va pas tellement avoir une baisse de l'utilisation des traitements médicamenteux qui majoraient les troubles cognitifs et qui font qu'actuellement on est quand même très en difficulté avec certains de nos résidents dans les établissements. On a forcément une meilleure connaissance de l'autisme avec, donc, comme je vous le disais, plus de prise en charge précoce. Et donc il y a un impact qui est déjà visible sur les plus jeunes, on voit déjà très très bien maintenant chez les nouveaux profils d'enfants qu'on détecte très rapidement avec ces diagnostics de moins de 30 mois, même sur nos plateformes 0-6 ans, 6-12 ans, on est quand même très très précocement. Et on voit déjà que tout ce qu'on met en place a déjà des effets. Là, on lance aussi tout ce qui est guidance parentale autour de l'accompagnement d'un enfant autisme. Donc, on sait quand même que tout ça tend à s'améliorer. Il y a une dynamique de formation, d'adaptation des établissements au vieillissement, et même dans les établissements médico-sociaux spécialisés, et même dans les EHPAD. C'est-à-dire que maintenant, on commence à se dire peut-être qu'un résident qui était dans un FAM depuis quelques années pourrait finalement intégrer un EHPAD aussi. Parce que finalement c'est pas si déconnant que ça, et c'est plutôt adapté. Et quand il n'y a pas d'autres troubles du comportement, quand il n'y a pas de troubles du comportement trop importants, et ça peut être envisagé. Et on voit cette dynamique un peu s'impulser. Donc le meilleur accès aux soins, l'aspect un peu des sensibilisations, la dynamique de formation via des dispositifs ressources comme HandiConsult, tout ça tend à améliorer toutes ces conditions et finalement ce qu'on vous a présenté là aujourd'hui. Et puis, on attend un peu l'essor de la recherche aussi dans ce domaine pour aller un tout petit peu plus loin là-dessus et peut-être pouvoir détecter des signes précoces, un peu comme on le fait maintenant dans les pathologies type Alzheimer, dans les démences précoces, mais adapté à un public TSA pour aller un tout petit peu plus loin et aussi être un peu dans la prévention. Vous vouliez rajouter des choses? On n'a pas parlé de l'humostène. Ah ben oui, tiens. L'humostène qui passe dans les structures médico-sociales et qui participe justement à l'évaluation et à l'adaptation des
des moyens mis en place pour la prise en charge de ces personnes. Et l'essor dans la recherche, je rebondis dessus aussi, je parlais tout à l'heure des études longitudinales, où justement il faut qu'on fasse des études où on regarde à différents temps l'évolution du cerveau et des profils neuropsychologiques. Juste du coup, pour ajouter, on parle beaucoup de trajectoire développementale pour les enfants, mais en fait cette trajectoire développementale, elle continue, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas quand on arrive à l'adolescence. Hein. Et cette notion de trajectoire développementale, on n'en parle que chez les enfants. Sauf que, ben non, elle continue à monter un peu, puis sans doute elle redescend un petit peu. Mais il faudrait quand même qu'on puisse un tout petit peu la caractériser pour justement pouvoir un peu comparer nos adultes vieillissants entre eux et avoir une idée de à quel point il faut être attentif à quoi, à quel moment, selon quelle manifestation et selon quel signe. Donc voilà, aller un tout petit peu plus loin, enfin aller plus loin dans la trajectoire développementale, ça serait un truc très intéressant je pense à observer, d'autant que maintenant on a vraiment la possibilité d'avoir accès à des diagnostics très très tôt, voilà, chez des enfants, des ados, des adultes, puis des personnes vraiment plutôt vieillissantes. Donc on a ce qu'il faut. Je vais rajouter. Alors moi, en effet, mes études de cas, elles n'étaient pas très joyeuses quand on fait le bilan, puisqu'évidemment, on a fait le choix aussi de vous présenter des personnes pour lesquelles il y avait ces signes cognitifs, et voilà, c'était important de se dire comment on les repère et qu'est-ce qu'on en fait, ces signes. Après, en effet, ce sont des personnes voilà, qui ont la cinquantaine, c'est aussi le résultat de traitements médicamenteux lourds, non adaptés, d'un parcours de développement et d'accompagnement très particulier. Et en effet, c'est plus ce qui est proposé aujourd'hui. C'est le résultat, finalement. On peut se dire... de tout ce qu'il ne faut pas faire. Non. Je ne sais pas, de ce qu'on a pu faire à l'époque avec au mieux, de ce qu'on savait certainement aussi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire sur le sujet pour le moment. Mais on tentera de vous mettre à disposition une petite bibliographie avec les articles si vous voulez aller regarder tout ça. Alors il y a très peu d'articles en français, que vous imaginez bien, beaucoup d'articles en anglais, évidemment. Mais on tentera de vous les mettre à disposition. Et puis du coup, ce qu'on aura une suite, on fera un Facebook Live pour répondre à des questions un peu en direct qui sera diffusée sur la page Facebook du Centre Ressources Autisme. On n'a pas encore fait la date, mais vous serez informés le moment venu. Voilà. Et puis maintenant, on est prêt à répondre à vos questions si toutefois vous en avez. Si vous n'en avez pas, on n'est pas déçus. Ah oui, il y en a déjà. J'en ai une par rapport à un des cas que vous avez exposé. Quand vous avez mis en place justement un aménagement en fait, pour les sensorialités, etc., quelle a été la conclusion après? Ça a vraiment apporté un mieux-être à la personne? Vous avez pu faire l'analyse de tout ça? Oui, en effet, cette personne, au premier plan, elle passait quand même beaucoup de temps dans sa chambre sur un lieu sécurisé, parce qu'elle se mettait beaucoup en danger. Finalement, aujourd'hui, elle a voilà, beaucoup de temps en collectivité et elle choisit les temps où elle est seule dans cette chambre sécurisée aujourd'hui. On a voilà, un port du casque de sécurité qui est fonctionnel, et puis je pense que la pressothérapie a vraiment aidé cette dame à répondre en fait à ce besoin de ressentir véritablement son corps en fait, tout simplement. Oui. Alors après, pour le coup, sur le plan cognitif, je pense que voilà, les micro-traumatismes sont là et on verra comment ça évolue. Mais voilà, on se prépare aussi certainement à pouvoir constater en fait quand même une dégradation au-delà du programme sensoriel qui semble être fonctionnel. Oui, palliatif, il est palliatif. Est-ce qu'il y a des stratégies imaginées pour la prise en charge des futurs vieux ou vieilles personnes? Parce que donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants, même au niveau très précoce, etc. Enfin, il y a quand même, ça ce sont des choses qui sont en place depuis 4-5 ans, assez récemment, peut-être 10 ans, maximum. Et donc potentiellement il y a un nombre de personnes très important qui vont vieillir, là, qui sont passées au travers de détection précoce, de prise en charge adaptée, par rapport
au suivi futur, à la prise en charge future de ça? Alors on peut bricoler, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire mettre en œuvre toute notre créativité pour essayer d'avoir des idées un peu des lignes de base. C'est-à-dire l'idée c'est un peu de se dire comment va cette personne à un moment T. Donc regardez un peu maintenant quelles sont les compétences au travers de tests un peu bricolés. Où vous chronométrez des choses, vous regardez un petit peu s'il est plutôt ralenti ou pas, quelle est la fatigabilité, quelle est la fréquence des troubles du comportement, comment il communique avec les autres. Voilà. Ça, c'est des choses que vous pouvez coder de façon en fait très informelle au travers de petites observations que vous faites ou alors au travers de grilles. Et puis refaire ces observations régulièrement. Parce qu'actuellement, je ne pourrais pas vous dire utilisez tel outil, ça va vous permettre de voir ça, parce que ça n'existe pas. Donc l'idée c'est en fait de bricoler, d'avoir quelques petits points de repère où vous allez regarder voilà, ce que je vous disais, la communication, la fatigabilité, les difficultés attentionnelles, les troubles du comportement, d'avoir un peu ça comme référentiel et de regarder maintenant comment ça se passe et dans 2 ans comment ça se passe et dans 4 ans comment ça se passe. Et puis si cette personne elle est potentiellement évaluable via des IRM, via éventuellement la fonction Uber ou des choses comme ça, eh bien ça peut aussi être un peu concomitant et peut-être qu'il y aura des choses qui pourront être proposées sur un plan plutôt médical pour améliorer un peu tout ça. Mais actuellement, à part bricoler et créer et utiliser un peu votre bon sens en fait, votre jugement un peu, eh ben il n'y a pas grand-chose. Comme en gériatrie, après, voilà, on peut partir sur ce principe de remédiation, de stimulation cognitive, tout simplement. Au quotidien, quand je parle aussi de planning d'activité, au-delà de la fatigabilité, c'est aussi essayer de maintenir ces compétences que l'on voit se fragiliser, tout simplement, avec peut-être des temps voilà, de loisirs, de travail sur table spécifiques au regard de ce qu'on aura observé, tout simplement, pour essayer de contenir et stabiliser au maximum ces difficultés. C'est-à-dire qu'au-delà du TSA, comme en gériatrie, après on peut reprendre ces recommandations de bonne pratique, de stimulation, d'échange dans un milieu porteur, etc., pour limiter cette perte, au même titre qu'un neurotypique finalement. Oui. Par rapport aux dynamiques de formation, est-ce qu'il y a déjà des formations qui commencent à être mises en place en interne ou en externe, ou c'est vraiment dans le futur que ça sera mis en place par rapport au vieillissement des personnes à TSA? Je pense que ça commence un petit peu. Là, nous, au CRA, on va proposer une formation sur l'autisme et le vieillissement. Donc, c'est une formation générale sur l'autisme chez la personne adulte, mais avec une ouverture un peu vieillissement pour justement pouvoir aborder un peu ces questions-là, et parce que ça nous est beaucoup demandé, et notamment le public femme-masse nous demande beaucoup des outils d'évaluation, ce qu'on n'a pas plus que vous, mais c'est vrai que des fois échanger, dire bah moi j'ai fait ça, j'ai regardé ça, j'ai chronométré ça, j'ai proposé ça, bah c'est un peu voilà. On en parle, on avait un échange de réseau psycho cet après-midi, on en parlait beaucoup, parce que bah, effectivement on manque un peu d'outils, mais en tout cas on tend à aller vers ça. Alors nous, au CRA, je crois Caroline, tu me dis si je me trompe, on a juste cette formation-là sur autisme et vieillissement. Et c'est à peu près tout. Et je pense que des organismes de formation, type l'e-formation, tout ça, vont proposer ce genre de choses à l'avenir parce que ça devient une réalité. Je pense qu'on ne se posait pas la question parce qu'ils n'avaient pas encore vieilli. Puisqu'ici, nos adultes dans les établissements, là, ça commence à être le cas. Tu veux quelque chose? Nous, à la masse, on est face à ça, clairement, aujourd'hui. Ce qu'on met en place, c'est une dynamique de formation sur tout ce qui est tout ce qui répond aux pertes de compétences motrices. Donc voilà, des projets de baignoires différentes, accessibles, des mains courantes qui se fixent dans les couloirs, une dynamique de formation ou transfert comme on le ferait en fait dans un EHPAD, clairement, avec nos professionnels. Finalement, on ouvre nos professionnels aux dynamiques de formation au vieillissement, tout simplement, au-delà du TSA. Et pour des personnes qui n'ont pas de troubles de déficience intellectuelle Alors, sans déficience intellectuelle, du coup, la question ne se pose pas de la même façon parce que du coup, il n'y a pas ces inclusions dans les établissements médico-sociaux. Donc, on a un peu moins de recul. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ils vieillissent de la même façon que les neurotypiques. Donc, on va pas... Dans quelle prise en charge on peut les mettre Du coup, dans les mêmes prises en charge que pour des personnes qui vont être neurotypiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence. Ouais. Ça peut être une évaluation mémoire dans un service de consultation mémoire gériatrique. Comme ça peut être s'orienter vers des libéraux qui peuvent très bien faire ces bilans mémoire. Avant la gériatrie, en fait. Moi,
Dans l'entre-deux, Oui. alors c'est un peu compliqué parce que c'est une forme de no man's land, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour des neurotypiques, on n'évalue pas nécessairement les compétences cognitives de la personne de 40, 50, 60 ans en fait. C'est pas quelque chose qu'on va faire instinctivement. Après, si c'est dans un but un peu de prévention, réfléchir un peu sur cette idée de ligne de base, c'est-à-dire qu'on va faire un bilan en libéral auprès d'un neuropsychologue qui va éventuellement recueillir, je sais pas moi, des données sur une VICE ou sur d'autres éléments type fonction exécutive, mémoire de travail, tout ça, et puis refaire ce bilan régulièrement pour voir s'il y a une perte de compétences. C'est à peu près la seule chose que j'aurais en tête. Alors, je sais pas si vous avez d'autres idées. En fait, chez la personne neurotypique, ce qui va mener à la consultation mémoire, ça va être vraiment une plainte au niveau de la mémoire. C'est-à-dire, est-ce que la personne va se mettre à oublier des choses, et c'est là qui va motiver en fait. Mais à partir du moment où le quotidien n'est pas plus impacté qu'avant, j'ai envie de dire que la vie suit son cours en fait. Il n'y a pas de nécessité réelle à évaluer. En fait. À part mettre en place toutes les stratégies qu'on met déjà en place pour le trouble du spectre de l'autisme, pour continuer à s'adapter toujours plus. L'accompagnement d'une personne dans sa vie d'adulte avec l'autisme. Ouais. Et là vraiment c'est la problématique plutôt du trouble du spectre de l'autisme chez un adulte avec un bon niveau de fonctionnement, comment on l'accompagne. Donc là il y a des structures qui existent, enfin il y a des services d'aide à la personne, des choses comme ça qui peuvent être tout à fait adaptés. Mais pour autant on ne sera pas nécessairement dans une dynamique d'évaluation du fonctionnement cognitif qui va nous permettre de donner des clés de compréhension du vieillissement. On n'est pas du tout dans ces domaines-là. On est plus sur factuellement dans la vie quotidienne de quoi on a besoin, et on va plutôt être sur des outils type la Vineland. Alors je ne sais pas si ça vous parle un tout petit peu, mais c'est des outils qui vont permettre un peu de côté l'autonomie au quotidien, les capacités de communication, de socialisation, qui vont être des choses très pratico-pratiques, parce que ce qu'on va avoir besoin de savoir, c'est quelle est la répercussion du handicap au quotidien. Et c'est simplement ça. Et donc effectivement, si le handicap se majore, si à ce moment-là il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient pas présentes avant, là on va questionner les choses différemment, et dans ce cas-là on sera dans le cadre plutôt d'un vieillissement pathologique, voilà, si on en est déjà un peu là. Oui. J'ai un peu comme la question d'Adam, la question d'Adam c'est le vieillissement sans déficience intellectuelle, oui, c'est ça? Oui. C'est une de mes questions, donc c'est ce que vous disiez, mais c'est moins flagrant, c'est pas forcément... Oui, alors en fait, quand il n'y a pas de déficience intellectuelle, globalement on a un vieillissement chez une personne TSA sans déficience intellectuelle qui va être similaire à une personne neurotypique. Comment vous faites pour que lorsque les symptômes apparaissent, vous arriviez à distinguer ce qui est TSA à ce qui est du tout du vieillissement normal, parce qu'il y a des personnes qui sont neurotypiques, qui peuvent être un peu plus agressives, qui peuvent être subitement beaucoup plus fatiguées. Comment on dit, là on est sur le spectre de TSA, ou là on est sur du vieillissement normal en fait? Alors je pense que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir ça en équipe en fait, et de voir si conjointement, tout le monde se dit quand même c'est bizarre ça, elle ne le faisait pas avant. Alors certaines fois il y a des événements de vie qui font que ils réagissent un peu différemment, mais globalement, dans ce que disait Aurélie, je pense qu'elle pourra le redire mieux que moi, tout le monde est d'accord pour dire mais là il y a quelque chose qui est différent, et on n'a pas de cause. C'est-à-dire que des fois on est capable de se dire oui mais là c'est parce que, je sais pas moi, ses parents ne sont pas venus la semaine dernière, ou là c'est parce que normalement on organise les choses de cette façon et là on les organise différemment, et du coup il y a une rupture dans la routine quotidienne qui fait que ça provoque le trouble du comportement. Et puis il y a des fois il se passe rien de particulier, et pourtant on observe petit à petit un déclin, quelque chose qui se met en place, et c'est là où du coup il faut que ce soit alerté. En fait c'est vraiment votre bon sens clinique et votre capacité à connaître la personne. Quand vous connaissez la personne, quand vous la voyez changer, vous observez qu'il y a un changement. C'est valable aussi pour nos proches qui sont neurotypiques et qui potentiellement pourraient présenter un vieillissement pathologique. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que à quel moment est-ce que c'est de l'ordre du trait de personnalité, et à quel moment c'est de l'ordre d'un fonctionnement cognitif qui commencera à être altéré. C'est vraiment le même jugement. Si vous connaissez la personne, si vous observez quelque chose qui vous étonne dans son fonctionnement, et si tout le monde est d'accord pour se dire quand même c'est bizarre cette évolution, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui se joue. Il y a des personnes âgées qui sont très ritualisées, qui sont neurotypiques. Oui. Et pareil, il peut y avoir des neurotypiques qui vont avoir un comportement différent, avec ou sans raison. Finalement, ça marche des deux schémas. Oui, c'est vraiment une question de durabilité. De durabilité et de comportements qui se multiplient, qui se diversifient. C'est ce que je disais tout à l'heure, les troubles légers, en fait, on ne les perçoit pas, je pense. On perçoit quand c'est tellement important que ça se diffuse sur plein de sphères différentes. Notamment parce que c'est là tout le temps. Quel que soit le moment, quelle que soit l'activité,
Et oui, ça détonne vraiment. Enfin, pour le coup, là, au niveau des personnes que j'ai pu évaluer, accompagner, voilà, à la masse, les comportements sont très, très étonnants, pour le coup, par rapport à ce qu'on connaît de ces personnes. Voilà, des déambulations très importantes, hein, qui font vraiment penser à l'errance d'une personne avec une maladie neurodégénérative modérée. Enfin, en fait, c'est quand on a, pour le coup, moi j'ai l'expérience à la fois de l'EHPAD et du TSA masse, je vois en fait les éléments, les profils se dessiner, oui. Et au-delà du TSA, c'est-à-dire qu'on va avoir des comportements de persévération complètement nouveaux. Enfin, là, la dame dont je parlais qui déambule, elle peut aussi tellement tourner la cuillère de son yaourt qu'elle en perce le pot sans le percevoir. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça. Elle va nettoyer les vitres avec une balle en mousse. Enfin, il y a un an, jamais elle aurait fait quelque chose de pareil. Enfin, c'est des comportements qu'on peut percevoir en fait, hein, dans une unité protégée, clairement. On voit en fait les liens et oui, il n'y a pas de crise comportementale avec des axes où là pour toutes ces personnes on a dépassé finalement la durabilité de 1 an, 2 ans, 3 ans avec une aggravation finalement même de leur profil sur certains points qu'on a pu évaluer il y a 3 ans. Donc ça laisse vraiment penser à une perte en fait de compétences cognitives. C'est compliqué, hein, c'est très, c'est peu objectif en fait. De oui, par le oui, c'est ça, c'est oui, c'est oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. Après, je me permets, moi je suis éducatrice unité d'évaluation adulte et c'est vrai que la différence c'est que nous on a diagnostiqué notamment un monsieur de plus de 60 ans récemment, on a été chercher aussi si les éléments étaient là dans sa jeunesse, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi les éléments, alors on n'a pas pu aller questionner ses parents malheureusement, mais on a questionné sa compagne par exemple qui le connaît depuis plus de 35 ans et en effet on a été voir si les éléments étaient déjà présents des années en arrière, voir si c'est vraiment un comportement qui apparaît. On sait bien que l'autisme, on est avec, donc on ne devient pas autiste, on est autiste, et que du coup, c'est ces éléments-là qui vont permettre aussi de positionner les choses. Si, comme vous dites, il y a des routines, est-ce que les routines, elles ont été mises à un certain moment de sa vie, ou est-ce que déjà, étant dans l'enfance, c'était déjà des routines instaurées? C'est tous ces éléments-là aussi qui nous permettent de poser un diagnostic chez les personnes un peu plus âgées aujourd'hui. Donc c'est toutes ces infos-là qu'il faut aller rechercher. Et puis, parce qu'en fait, moi je donne par rapport à ma fille, en fait, et en effet, c'est ce qu'on explique. À un moment donné, il y a les neurotypiques d'un côté, les neuroatypiques de l'autre, il y a une frontière. Et en fait, c'est ce qu'expliquait une formatrice, elle dit que vous pouvez être côté neurotypique à la frontière, comme vous pouvez être neuroatypique à la frontière. Et en effet, la question, quand le diagnostic est tombé pour nous avec mon mari, c'était. En fait, c'était plein de choses comme d'autres enfants, en fait. Et en fait, le diagnostic est tellement léger qu'on cherchait à savoir, à dire, non, mais là, c'est normal pour les enfants de 5 ans, là, c'est difficile. Et en fait, cette frontière qui est, même encore maintenant, des fois on se pose un peu de questions, mais la frontière est mince quand on est, alors là par contre on sort du cas où on est vraiment léger. Et c'est vrai que c'est là qu'on se dit, mais comment ils arrivent à se dire, bah là c'est de l'ordre du TSA et pas de la neurotypie. Mais je pense que ce qui peut vous soulager, c'est simplement de vous dire que quand on a un enfant neurotypique, on ne se pose pas la question du vieillissement en fait. C'est-à-dire qu'on se dit pas, mais qu'est-ce qui va dans son comportement changer? Et il faut que vous réfléchissiez de la même façon, en fait, vous n'allez pas nécessairement voir de choses, en fait. Parce qu'elle aura sans doute un vieillissement complètement normal, qui est exactement le même vieillissement qu'on attend d'un enfant qui va être, je sais pas, alors soit avoir une dyslexie, ce que vous voulez, ou simplement avoir aucun trouble du neurodéveloppement. Je pense que c'est un peu des choses qui ont une Bah oui, ouais. Enfin, il y a beaucoup de potentiel aussi, donc mais elle, il y a des phénoménaux, des comportements. Et voilà. Après, et peut-être que vraiment l'autisme ne sera pas du tout au premier plan de son profil et de sa façon d'être au monde, et que pour le coup, ça n'aura pas plus d'impact que le vieillissement pourra avoir chez une personne entre guillemets neurotypique. Il y a une question pratico-pratique, et c'est pour ça que généralement les personnes dont vous parlez n'ont plus de parents. Alors en fait, si les parents sont plus là, les personnes sont placées d'office, ça se fait comment en fait? Ils sont sous tutelle? Alors,
toutes les personnes qui habitent en masse sont sous tutelle. Elles n'ont pas la capacité, en femmes aussi d'ailleurs, tout à fait, de par la déficience. Et voilà, c'est très difficile pour elles de décider pour eux-mêmes et de comprendre le monde dans lequel elles vivent. Après, alors, pour parler de ces personnes précisément, oui, elles ont des familles présentes qui sont également du coup leur tutelle. Mais on a également des adultes pour lesquels il n'y a plus de famille ou plus de contacts familiaux. Et là, pour le coup, on a des tutelles administratives qui sont très au fait des besoins et très participatives dans les projets personnalisés, etc. Des personnes qu'elles accompagnent. Il y a d'autres questions ? Oui, par rapport à ce que vous avez évoqué, vous travaillez en masse, donc pour les établissements femmes masse. Moi, je voudrais savoir si vous avez des préconisations sur une éventuelle, je dirais, prévention pour justement une altération du fonctionnement cognitif. Justement, on sait que c'est important de mettre le paquet sur le diagnostic précoce, sur les interventions précoces donc pour les très jeunes enfants. Maintenant, c'est même à partir de 6 mois, certains chercheurs parlent de 6 mois. Je l'ai entendu au petit peu France le week-end dernier, donc pour ça je le dis. Mais bon. Nous, Simon, on ne sait pas faire. Pas nous en envoyer. Mais pour les personnes vieillissantes, est-ce que, en mettant justement le paquet sur un renforcement des apprentissages cognitifs ou d'autres choses, d'autres stratégies, est-ce que ça pourrait justement ralentir ou est-ce que vous, dans votre expérience professionnelle, vous avez pu mettre en place ce genre de stratégie ou d'accompagnement spécifique pour une personne avec un trouble du développement intellectuel sévère? Je pense qu'il faut. Alors, il y a deux composantes. Le vieillissement, on le prépare dès les prises en charge précoces, clairement, on sollicite la création de connexions neuronales plus riches. Donc déjà, il y a cette part-là d'une création de réserves cognitives plus importante au regard des pratiques psychoéducatives. Et puis après, j'ai envie de vous dire, comme pour tout neurotypique, avoir une pratique sportive, pouvoir être accompagné, échanger avec les autres. Comme pour toute personne, faire attention à sa consommation d'alcool, ne pas manger trop gras, tous ces éléments qui peuvent influencer finalement le vieillissement cérébral, quelles que soient les compétences qu'on avait au départ. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a toute cette notion de stimulation adaptée, adaptée à la fatigabilité, aux compétences du résident, à l'attention qu'il peut y apporter. Puisque la notion d'épuisement et de surcharge, de surstimulation, elle est aussi dans la perte de compétences en fait. Donc c'est tout ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu d'être dans une dynamique de prévention. C'est vraiment ce vers quoi on va tendre, mais on a besoin d'avoir des études et de voir un tout petit peu ce que ça donne. Mais après, on est tous vigilants, je pense un peu chacun de toute façon, mais de dire ok, donc là le résident il rentre, il est à ce niveau-là, ok. Déjà, notre objectif, le premier, ça va être de garder au maximum toutes les compétences qui sont présentes. Oui. Et puis après, si ça perd, d'essayer d'adapter le quotidien pour effectivement s'adapter à cette perte, mais d'essayer toujours de garder un maximum de compétences. Ça, c'est un peu de la prévention déjà, parce qu'on va utiliser des techniques de remédiation cognitive, on va utiliser de la stimulation environnementale un peu pour solliciter tout ça et effectivement renforcer un peu ces connexions. Et puis comme le disait Aurélie, la pratique du sport, une alimentation adaptée, ça c'est des choses qui vont prévenir d'un vieillissement précoce aussi. Donc essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même une activité physique, même si sur le plan moteur c'est assez difficile de favoriser ces activités-là, l'alimentation, de voir avec des diététiciens aussi pour que les apports en oméga 3, 6, 9, ce dont on parle beaucoup en vieillissement, la B12, tout ça, ce soit des choses qui soient adaptées. Mais voilà, c'est aussi des questionnements qui sont présents, il y a des études là pour le coup là-dessus. Donc je pense que les professionnels sur les établissements sont aussi éveillés, je pense, à cette cause et ont pour objectif pas de laisser ces résidents partir comme ça, se laisser vivre. Je pense qu'il y a une réelle volonté aussi de maintenir tout ce qui peut être présent et voire de taper un tout petit peu plus haut certaines fois. Nous on le voit bien quand on supervise des établissements où ils disent un peu malgré eux, ils tapent un peu haut en termes d'objectifs et je pense que c'est pas toujours forcément adapté, mais il y a des fois c'est bien.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, si, pour la personne toujours sans déficience intellectuelle, et si quand le parent disparaît, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place? Parce que la personne manque d'autonomie, elle n'a pas de déficience, mais elle manque carrément d'autonomie. Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Il y a les services spécialisés, en effet. Après, ça dépend de chaque profil des personnes. En général, aujourd'hui, au CRA, quand on fait les diagnostics des personnes adultes sans déficience, on propose des accompagnements post-diagnostiques dans lesquels on va en effet évoquer avec la famille les services ou les prises en charge qui peuvent être pensées sur plus ou moins long terme. On a des services comme les SAMSA ou les SAVS qui peuvent accompagner en effet les personnes sur tout ce qui est vie sociale ou sur les démarches, etc. Après voilà, ça dépend aussi, quand vous dites vieillir, quel âge, parce que les SAMSA vont pas jusqu'à 90 ans, mais après il y aura, c'est aussi l'importance qu'on disait tout à l'heure, parce qu'en effet dans les femmes masses, les personnes sont bien sous tutelle. Mais il faut le penser aussi pour les personnes sans déficience, parce qu'en effet, dans certains cas, ça peut être compliqué d'assumer certaines démarches administratives, tout ce qui est gestion des budgets, des choses comme ça. Il faut penser aussi à la mise sous tutelle. Alors, quand on dit sous tutelle, il y a plusieurs niveaux dans la tutelle, mais parce qu'on oublie un petit peu que ces personnes-là aussi ont besoin d'une protection juridique par rapport à ça. Mais après, il y a des services en effet qui existent et ces infos-là, vous pouvez aussi vous diriger vers CRA qui vous donnera les informations sur les services qui peuvent exister. Très bien. Donc Julie Lecoutre, éducatrice spécialisée au Centre Relance Autisme. Oui. Et, du coup, moi je me permets, je suis éducatrice spécialisée aussi, je travaille au SAMSA Autisme et là je suis gestionnaire du CAP. Et du coup, des personnes en situation de handicap qui vivent avec leur partenaire vieillissant, etc. Et puis on rencontre aussi des gens qui n'ont pas de diagnostic, mais on dit oui. Quand même. Et puis, voilà, il faut faire de la prévention du vieillissement classique, mais il y a des gens qui sont autistes, légers et qui vivent très bien, sans tutelle, avec des auxiliaires de vie. Oui. Voilà, on voit des parcours très variés. L'institution n'est pas forcément une fatalité non plus. Oui, complètement. Alors nous, c'est vrai qu'on présente ça, mais pour oui, le... Non, alors c'est vrai, c'est important. Hein. Il y a quand même un gap, hein. C'est-à-dire qu'entre ça va très très bien et ça va très très mal, il y a quand même, on s'en sort bien et on peut faire des choses et voilà. Les perspectives de ce colloque étaient quand même censées être joyeuses, donc c'est gentil de revenir là-dessus, effectivement. Et puis oui, du coup, voilà, il y a des perspectives quand même de poste, de coordination de personnes handicapées vieillissantes, justement pour casser un peu ces frontières. Tout à fait. Handicap. Oui. Ça commence. Oui. Si vous arriviez à expliquer le comportement d'un senior, à rassurer une institution qui provisoirement le prend en charge, parce que justement ce sont des comportements anciens qui sont écrits dans son histoire, qui ont par exemple dégradé toute sa vie sociale et familiale, etc. Ouais. Et si vous pouviez, si vous cherchiez à éclairer qu'éventuellement c'est de l'autisme qui n'a pas été diagnostiqué, par la présence d'un tiers autiste dans son entourage actif. Est-ce qu'à votre avis, vous fragilisez ou vous optimisez ses chances d'être institutionnalisé et d'avoir une curatelle administrative? Je pense que c'est une très bonne question et c'est très dépendant des cas, mais j'aurais tendance à dire que si l'établissement Femmes Mass est celui qui correspond le mieux actuellement, alors c'est intéressant d'avoir le diagnostic quand même pour avoir la bonne orientation. J'aurais tendance à répondre comme ça. Je ne sais pas ce que vous répondez de votre côté. Je pense que c'est pour le coup, c'est presque éthique en fait comme question. Mais moi j'aurais tendance à dire que mieux on sait à quoi on a affaire, plus on peut adapter les choses et plus c'est intéressant de... Et une trajectoire de vie dans l'ignorance totale de cette composante par exemple, avec la différence de culture sur la neuroatypie ou avec je sais pas quoi, je ne sais pas si un éclairage tardif est souhaitable et audible. Moi, je pense que c'est à prendre en compte dans le fonctionnement familial aussi, à quel point ça peut bouleverser les choses. Enfin, là, c'est vraiment éthique. Moi, je pense que c'est une question qui touche à l'éthique et à la morale. Une question plus pratique, je peux ajouter une question? Bien sûr, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, mais est-ce que de façon plus... de prudence plus quotidienne, est-ce que c'est quand même important d'éclairer? Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir un intérêt à éclairer cette piste par rapport à ce que j'avais entendu, une réactivité différentielle aux psychotropes,
Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'était une hypothèse? Tout dépend tout dépend en fait des psychotropes utilisés. Imaginez une hospitalisation en gériatrie avec une institution qui a l'habitude de prescrire pour simplifier aussi l'organisation des soins. Et puis, est-ce qu'il y aurait des, oui. Et du coup, de la prudence traitements médicamenteux à adapter, spécifiques à un profil gériatrique? Oui, ou bien une posologie. Ça, oui. On en parle souvent. Est-ce que c'est, enfin, on en parlait naguère. J'avais déjà lu ça. C'est pas. J'ai pas bien saisi la question. Je vais essayer de compléter. Ce que vous dites, c'est que finalement, parfois, on a donc les traitements qu'on peut proposer sont ceux proposés sur un profil gériatrique classique et qu'on a des effets paradoxaux. Je l'ignore, je vous demandais si ça avait été un prix en cours. Donc vous disiez, parfois on a un avertisseur, on se dit tiens, drapeau rouge, c'est peut-être une personne qui a ça. Est-ce qu'on va penser à moduler une posologie? Est-ce qu'il y a des directives par rapport aux effets paradoxaux? Oui, parce qu'en fait on les sait plus sensibles aux effets paradoxaux, aux effets indésirables, en fait, c'est ce dont on parlait dans le... On les sait plus sensibles aux effets indésirables de certains psychotropes. Et donc dans un service gériatrique ordinaire, on a aussi une éducation à ces profils cachés, à ces gens. Et au-delà de ça, au-delà de savoir ou pas savoir finalement si la personne en face de nous elle était ça, parce que des fois on ne sait pas. En fait, quand on intègre un traitement régulateur en gériatrie, on a des évaluations de ce traitement et en fait on observe tous les effets somatiques, comportementaux. Et au-delà du fait de savoir ou pas savoir si cette personne était ça, s'il y a des effets paradoxaux, s'il y a des effets non attendus, évidemment, le traitement, on en fait autre chose. Et on propose autre chose de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que dans les 48 articles qui existent, il y en aurait un qui traiterait justement des TSA sans déficience intellectuelle, qui aurait passé une vie entière à compenser leurs difficultés et qui au moment du vieillissement justement décompenserait? Et est-ce que ce serait entendu comme cela ou pas? Alors non, mais c'est une ouverture de certains articles. Alors attendez, je vous le sors. Vous voulez le nom, tout ça? Je vous le donne. Non, je vous le mettrai, mais pour le coup, oui. Enfin, non, pas dans la version décompensation, mais oui dans l'aspect, on sait qu'ils peuvent bien vieillir, ils peuvent bien compenser tout au long de leur vie, mais du coup, quid de ceux qui, malgré une bonne fonction intellectuelle, tout ça, décompenseraient un moment parce que l'effort est trop épuisant, parce que voilà. Ça, on ne sait pas trop. Et puis en plus, on va être en lien avec d'autres choses. C'est-à-dire que c'est parce que c'est difficile que ça crée un épuisement. Cet épuisement peut créer un contexte de dépression. La dépression va majorer les troubles cognitifs. Du coup, est-ce qu'on est dans un contexte de vieillissement cognitif ou est-ce qu'on est dans les effets d'une dépression sur le long terme avec une compensation toujours un peu présente? Voilà. Alors, c'est pas tout à fait traité de cette façon-là, mais en tout cas, c'est une ouverture de certains articles sur la question. Ouais, ça reste à faire, mais c'est clairement une vraie question. Et oui, parce que ça ne se gère pas du tout de la même manière. Pas du tout, bien sûr. Et puis l'épuisement, enfin, on le voit bien même quand on reçoit la demande d'évaluation diagnostique, l'épuisement il est déjà présent. Et on sait que certaines fois ils peuvent un peu s'en sortir tout seuls. On l'a vu, hein, certaines fois d'avoir des demandes d'évaluation diagnostique à 40, 50 ans, et puis nous, le temps que la liste d'attente avance, on les recontacte 2 ans plus tard. Et puis 2 ans après, en fait, ça va mieux. Et la question du diagnostic se pose pas du tout de la même façon. Et finalement, vu qu'ils ont fait toute cette démarche, ils souhaitent quand même aller au bout. Et puis nous, on voit bien qu'on va confirmer le diagnostic, mais on a presque l'impression qu'on est obligé de recasser la jambe. C'est comme une jambe qui se serait consolidée, qu'on recasse pour aller refouiller ce qui va pas. Et des fois, on est un peu là-dedans quand même. Et on sait que ça peut s'améliorer. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était une nécessité. Et les patients nous disent, mais moi, il y a 2 ans, quand j'ai fait cette demande diagnostique, j'avais vraiment, vraiment besoin. Et puis maintenant, j'ai mis tout un tas de petites choses en place et ça tient. C'est pas hyper efficace, ça tiendra peut-être pas sur du long terme, mais pour le moment, ça tient et ça va bien. Et puis ça peut se casser et créer ce qu'on peut appeler un phénomène de décompensation, effectivement, avec la dépression, tout ce qui peut aller autour de ça. Mais globalement, ce qu'on observe quand même, c'est que le fait d'avoir un diagnostic protège un petit peu de cette dépression, parce qu'on a une meilleure compréhension des difficultés, parce que du coup, on peut mettre en place des aides autour qui vont être adaptées. On a la reconnaissance du handicap aussi qui peut intervenir dans le milieu professionnel, même dans la sphère familiale, c'est hyper important. Donc on sait que la plupart du temps, quand on arrive à avoir le diagnostic, c'est quand même mieux que ce que ce serait s'il n'y avait pas de réponse réelle.
Est-ce que c'est utile de refaire un diagnostic De refaire un diagnostic. Ouais. Alors ça reste dans le temps. Hein. Du coup, on sait que l'autisme ça évolue, enfin, c'est à vie. Oui. Mais des fois ça évolue, enfin, c'est fluctuant. Moi, en fait, j'ai un ado qui est un peu à la frontière aussi, c'est compliqué quoi. Ouais. Alors ce qui serait plus pertinent, c'est de refaire une évaluation plutôt écologique de ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire quelles sont les répercussions de l'autisme. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est pertinent de questionner une insertion professionnelle un peu adaptée ou pas? Est-ce que c'est intéressant d'informer le lycée? J'en sais rien. Enfin, ça, c'est plus intéressant que de se redire on réévalue. Parce que si on refait l'évaluation dans 10 ans, votre enfant, il aura toujours la même forme d'autisme. C'est vraiment quelque chose qui tient dans le temps. En revanche, ce qui va changer, c'est les répercussions fonctionnelles de cet autisme sur sa vie quotidienne. Donc, ce qu'il faudra remesurer, c'est les répercussions, pas le diagnostic. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Vous avez été par rapport au diagnostic? Alors, je crois que le docteur Rosier disait la fois dernière que sur tous les diagnostics qui ont été posés depuis le début du CRA, il y a une seule fois où on a réfuté. C'est ça, hein? Mes collègues, là, je vous regarde. Cécile? Alors, il y a des personnes pour lesquelles on avait écarté et qu'on reconfirme quelques années après. Ouais. Mais dans l'autre sens, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé quand on posait un diagnostic et qu'ensuite on se dispose. C'est pas arrivé, voilà. Enfin, à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé dans le service. Ouais. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on avait vraiment avant cette visière uniquement TSA. On regardait juste le trouble du spectre de l'autisme. Et les nouvelles classifications des DSM-5, avec ces troubles du neurodéveloppement de façon générale, nous ont amené un peu à nous questionner quand même. Et c'est vrai que maintenant, des fois en formation, on utilise des petites vidéos qui datent d'il y a 10 ans parce que les enfants étaient très intéressants et que c'est exactement ce qu'on peut montrer. Et on se dit, ah, c'est marrant, qu'est-ce qu'on avait mis dans le bilan à l'époque? Et c'est vrai qu'on parle uniquement du TSA, on avait juste notre casquette TSA, on parlait juste TSA. Et maintenant, on se dit, bah, sans doute que si on le voyait maintenant, on dirait il y a un TSA et puis il y a d'autres troubles du neurodéveloppement, par exemple des troubles déficitaires de l'attention, voilà. Donc autant être passé à côté d'un autre TND, ça oui, je pense que oui. Pour autant, passer à côté du TSA, voilà, rarement. Ou alors si on passe à côté, c'est quelques années après qu'on va le reconfirmer. Et parfois en fait on dit même, bah là on ne sait pas en fait. On ne sait pas et on va attendre. On va recevoir dans 6 mois, dans 1 an et on va voir l'évolution. Il y avait une autre question, oui. Et du coup, effectivement, pour compléter les thématiques études, est-ce que le CRA se donne des études Alors, c'est dommage que le docteur Rosier n'est pas là, on aurait pu lui poser la question. Mais pour le coup, l'objectif, oui, ce serait qu'on essaye de mettre quelque chose en place. Actuellement, on n'a pas connaissance de recherche clinique qui se tiendrait auquel on pourrait participer. Donc le CRA répond positivement aux recherches cliniques qui peuvent être proposées par des laboratoires. On avait fait le Durinex, on avait travaillé aussi avec les laboratoires Roche. Donc on avait travaillé avec Servier, avec Roche. Donc là, les protocoles arrivent un peu à la fin. On n'a pas connaissance de ces études-là. Après, nous, en interne, c'est vrai qu'on a toujours ces questionnements en tête. Et que oui, je pense que c'est surtout le docteur Boyer, en fait, je pense que vrai. Non, mais voilà, on a ces notions quand même de continuer dans une dynamique de recherche, et notamment au CRA, on a cette unité de formation d'information de recherche, donc peut-être que oui, effectivement, ça viendra, mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas de recherche clinique en cours. Votre collaboration peut-être avec des pays, parce que nous, on est plutôt en retard vis-à-vis d'autres pays. Oui, toujours un petit peu, oui. Voilà. Donc, il y aura des collaborations avec d'autres pays étrangers. Et puis ce serait hyper intéressant. Hein. La question de l'autisme et du vieillissement, elle est vraiment, elle est beaucoup questionnée. Enfin, là, on cherche des intervenants autisme et vieillissement pour intervenir sur les gros colloques. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se lance là, donc je pense qu'on est aux prémices et que dans quelques temps, on aura peut-être des demandes, des choses, des partenariats qui pourront se créer. Mais c'est vrai que oui, on est encore un petit peu en retard. Quoique, finalement, j'ai l'impression qu'on est tous un peu logés quand même à la même enseigne. Là où, sur des méthodes un peu... tout ce qui est méthode éducative, tout ça, on pouvait être un petit peu en retard, nous, par rapport à d'autres pays. Pour le vieillissement, j'ai l'impression qu'on est juste tous pas avancés, quoi. Et peut-être que vis-à-vis de la connaissance enfin, parce que pour faire une étude, il faut rassembler, j'imagine, une cohorte de gens bien identifiés. Nous, avec le retard de diagnostic que l'on a, il y a d'autres pays où c'est plus facile peut-être d'avoir une population plus... Non, puis les autorisations de recherche, enfin, c'est aussi très dépendant des pays, mais il y a des pays dans lesquels il est plus facile de faire des recherches que dans d'autres. Il y a des pays dans lesquels il est plus facile d'obtenir des financements que dans d'autres, donc il y a aussi ça qui facilite beaucoup toute cette dynamique-là. Mais oui, sans doute. Après, là, à ma connaissance, il y a des études qui sont sorties en Angleterre,
là c'est l'université de Londres, en Angleterre, aux États-Unis. Et nous, il y a quelques revues de littérature en France. Donc c'est pas du tout des recherches, c'est vraiment des revues de littérature qui font en état des connaissances sur le sujet. Mais déjà, on a des revues de littérature en France. Non mais, ça aurait pu être plus long. Oui. Pour faire vos recherches, qu'est-ce qui pourrait amener justement cette génération de personnes vieillissantes, au-delà de 60 ans, à aller jusqu'au diagnostic? Comment est-ce que ça peut se passer, ça? L'idée que j'ai un peu, je ne sais pas si vous avez entendu un peu parler de la mesure 37, alors on n'est pas nécessairement là pour vous la présenter, mais l'idée de cette mesure 37, c'est quand même de recenser dans les établissements médico-sociaux tous les personnes porteuses de TSA qui pourraient être passées à la trappe, entre guillemets, d'un diagnostic. C'est-à-dire que l'ARS, du coup, a sorti ce projet-là pour qu'on sache réellement combien il y a d'individus porteurs de TSA dans les établissements. Parce que le diagnostic de schizophrénie infantile, de psychose infantile, même parfois de troubles envahissants du développement non différenciés, enfin il y a des nomenclatures un peu qui permettent pas de savoir exactement. Peut-être que ce serait dans tout ça en fait qu'il faudrait aller chercher, c'est-à-dire faire le tour de tous les établissements femmes masses présents sur le territoire, regarder toutes les personnes porteuses de TSA, et éventuellement, je sais pas moi, lancer des études standardisées, enfin une étude standardisée avec un même protocole pour tout le monde, pour voir. Je pense que c'est à peu près la seule méthode qui nous permettrait de faire du longitudinal et de... Est-ce que tu as une autre idée? Ou même, par exemple, toutes les personnes au-dessus de 55 ans qui ont été diagnostiquées dans les 5 dernières années. On n'a pas tant que ça. Après, de les évaluer, puis de les réévaluer tant d'années plus tard, pour voir en fait la différence entre le J0 et le Amédis. Enfin, il n'y a que des études comme ça en fait qui permettront de faire avancer finalement le sujet. C'est en devenir. C'est ça. Ouais. Et au niveau des comorbidités médicales, c'est-à-dire du croisement du TSA avec certaines comorbidités qui sont... Je vais parler de... Je vais lancer après. Je vais vous en parler, en fait je vais l'ajouter, mais il y a quand même un des articles que j'ai sorti qui met quand même qu'il y a également un risque cardiovasculaire qui est plus important chez les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, et là c'est indifférencié, c'est-à-dire que c'est pas selon le déficit intellectuel ou pas. Mais c'est quand même toujours plus le déficit intellectuel, alors à chaque fois c'est toujours plus prégnant chez vous. C'est-à-dire que c'est plus présent dans l'autisme sans déficience que chez le neurotypique, mais c'est quand même plus présent dans l'autisme avec déficience que chez l'autisme sans déficience. C'est toujours un peu ce ratio-là, voilà. Et donc ouais, il y a une augmentation quand même des risques cardiovasculaires, et je crois que c'est lié notamment à la médicamentation, et puis également au manque d'activité physique, au côté un peu plus sédentaire en fait de ce type de population. Comme un neurotypique sédentaire aurait des troubles cardiovasculaires parce qu'il ne bouge pas assez. Tout le monde va partir au sport. Oui. Est-ce que on a pu identifier ou faire remarquer des vertus à l'inclusion, peut-être chez les personnes qui ont fait de l'inclusion chez les jeunes, est-ce que chez les personnes vieillissantes, on a pu voir des choses, quelle forme ça prend, etc. Pas à ma connaissance, parce qu'il n'y a pas d'études, mais je pense que chacun dans la clinique, on peut observer quand même que le contact avec l'autre, le fait de garder cette communication, le fait d'être dans l'interaction, le fait d'être stimulé par une énergie un peu de groupe, c'est quand même quelque chose qui est porteur, que ce soit avec ou sans déficience. Je pense qu'il y a le côté social chez l'humain, c'est quand même très prégnant. Enfin, il y a une volonté aussi de devoir rester là-dedans. Je pense qu'au contraire, l'inverse, le fait d'être l'isolement, le fait d'être seul majorerait en fait, je pense, des difficultés cognitives. Là où, à mon avis, le fait d'être en collectivité, c'est plutôt... Mais après, j'ai pas d'article pour étayer mes propos. Non, moi, je voulais pas dire forcément isolement. Moi, inclusion, c'est, on va dire, un milieu ordinaire. Brassage dans le... Oui. Je pense que oui, l'ouverture des EHPAD clairement à des profils tels que des personnes TSA, voilà, ou même porteurs de handicap, c'est une forme d'inclusion quelque part. D'ouvrir la porte en fait à ces établissements qui sont plutôt généralistes, pour moi c'est une forme d'inclusion. Et on perçoit bien dans ces établissements voilà,
le souhait en lire et de participer finalement en effet au maintien voilà, des compétences de ces personnes dans des milieux qui il y a encore quelques années voilà, leur étaient pas forcément ouverts en fait. Voilà, par rapport au vieillissement spécifique, peut-être que l'accès aux EHPAD généralistes et voilà. Une forme d'inclusion adaptée. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? On est là pour y répondre. On fera également, on répondra à d'autres questions au niveau du Facebook Live. Vous évoquiez là sur la douleur, sur les cardiopathie, voilà, qui était plus importante. Quand vous avez reçu au CRA le Dr Jia Saravan, il explique bien aussi effectivement toutes les maladies en fait liées un peu plus à l'autisme et effectivement les incidents, qu'est-ce qu'il faut surveiller. Ouais. Et puis voilà, tout ce qui peut arriver qui ne se voit pas et qui est uniquement de l'ordre de la manifestation comportementale et qui peut être super sous-jacent justement à tout ça. L'évaluation de la douleur, effectivement, les RIC que je pense que vous connaissez, vous devez peut-être. Oui, et puis en interne aussi, on a des collègues qui ont développé une grille d'évaluation de la douleur, justement à mettre à disposition des médecins pour être en capacité de recueillir correctement les informations liées à la douleur, parce que un questionnaire un peu standardisé qu'un médecin généraliste pourrait proposer à un patient TSA ne serait pas nécessairement adapté en fait. C'est ça. Et puis Aurélie vous l'a présenté, elle parlait tout à l'heure de l'évaluation du sensoriel, et elle a noté à côté l'ESA. C'est un test d'évaluation aussi sensorielle qui a été créé il y a quelques temps, hein. Je pense qu'il a 4 ans l'ESA maintenant, 4-5 ans. Ouais. C'est Claire Dejeune Richard qui, lors de sa thèse, a mis en place cet outil. C'est le premier outil qui est adapté pour évaluer le sensoriel dans un public déficient intellectuel. Avant ça, on tâtonnait et on faisait par rapport aux observations des équipes. On fait toujours par rapport aux observations des équipes, mais en tout cas l'outil maintenant est adapté au fonctionnement intellectuel de la personne. Je voulais ajouter quelque chose. Cet ESA, il permet de définir des réactivités, des sensibilités aux stimuli tactiles, aux stimuli proprioceptifs de manière générale. Et pour le coup, quand on a un profil sensoriel qui est plutôt clair, on va avoir une gestion des soins et de la douleur complètement différente et peut-être une discrimination plus importante finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon? Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis, s'il y a d'autres choses qui viennent, on sera là pour y répondre au Facebook Live. Merci. Pardon, madame. Pardon, vous dérange. Est-ce que